Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à Walf TV, la voix des sans-voix, et bienvenue dans ce numéro spécial de votre édition du soir. Une grande interview donc que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie d'Ibrahima Han. Il est le rédacteur en chef de Walf Quotidien. Ibrahima, bonsoir à vous. Bonsoir Moustapha. Ce lundi, nous avons le plaisir de recevoir Ousmane Sonko. Il est député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Il est également le président du parti PASTEF les Patriotes. Ousmane Sonko, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Diop. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale. J'insiste sur le mot parce que l'actualité, c'est justement ce marathon budgétaire qui se déroule actuellement. D'une manière générale, comment est-ce que vous appréciez le travail qui est en train d'être fait par les députés, justement? Bien, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation et ce plateau qui nous est offert pour échanger un peu et nous adresser au peuple sénégalais. Relativement à votre première question, l'Assemblée nationale, je crois que le peuple sénégalais a suffisamment fait le procès de l'Assemblée nationale. Nous savons que c'est une institution dans un schéma normal et normé qui représente énormément dans le fonctionnement de la démocratie. C'est une institution importante en cela que c'est cette institution-là qui, entre autres, a vocation à voter la loi, toutes les lois ordinaires, les lois organiques, la loi de finances, donc le budget. C'est cette institution-là qui a la vocation d'exercer un contrôle sur l'action du gouvernement et voir en quoi est-ce que cette action est conforme aux principes de bonne gouvernance. Et c'est cette institution enfin qui a un rôle de représentation populaire. Le député est censé être une sorte de porte-voix des populations. Et vous pouvez aisément, à partir de ces trois attributions, qui me semblent être les plus importantes du rôle de l'Assemblée nationale, vous pouvez aisément vous-même voir est-ce que cette Assemblée nationale-là répond à sa vocation. Je crois que le peuple s'est suffisamment fait son opinion sur la question. Et c'est ce qui nous amène à considérer que aujourd'hui l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'exécution, une chambre ou un prolongement de l'exécutif au Sénégal. Malheureusement, il en est ainsi. Vous savez, dans tous les pays du monde, l'Assemblée nationale est contrôlée par une majorité. Ce n'est pas ça le problème fondamental. Et aujourd'hui, ici, on a une majorité écrasante parce que c'était une majorité de 125 députés sur 165. Avec tous les ralliements en masse, cette majorité est en passe d'atteindre peut-être 150 députés, oui, ou en tout cas quelque chose qui s'approche de cela. Donc ce n'est pas le problème, le fait qu'il y ait une majorité et une opposition à l'Assemblée qui pose problème, mais c'est le fait que cette majorité abuse de cette position de supériorité pour gérer l'Assemblée nationale en violation flagrante quelquefois des textes même de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'est quasiment pas possible d'avoir un débat structuré et serein au sein de l'hémicycle. Et ce débat, puisqu'il ne peut pas exister, et puisque les arguments manquent quelquefois, on assiste à une Assemblée nationale au rabais où c'est les insultes, c'est les colibés. Le reproche que l'on vous fait quand même très souvent, c'est que vous ne venez qu'en plénière alors que les véritables débats se posent en commission. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vais aussi bien en commission qu'en plénière. Vous pouvez aller voir les fiches d'émargement. Vous savez, j'ai décidé moi de définir ma législature, ma manière d'être présent à l'Assemblée nationale. Parce que il faut avoir l'intelligence de s'adapter par rapport à la réalité qui est en face de vous. Ça ne sert à rien d'aller dans des commissions où les gens, à chaque fois que quelqu'un prend la parole pour dire quelque chose de contraire, se lève, insulte, crie. Je crois avoir modestement quand même un statut à défendre dans ce pays. Je ne peux pas me permettre, peut-être que certains députés peuvent se permettre certains comportements, puisque, en tout cas, peut-être que pour certains, leur ambition ne va pas au-delà de cela. Mais moi, je ne peux pas me permettre certaines choses. Donc, j'ai considéré, moi, que de tout ce que j'ai énuméré comme étant le rôle d'un député, il y a plus important que d'aller dans des commissions pour se livrer à des pujolats, ou alors des commissions qui ne servent absolument à rien puisque la chose est pliée d'avance. La loi de finances ou n'importe quelle loi
à 80%, elle est votée telle qu'elle a été adoptée en Conseil des ministres. Rien n'est changé. Donc c'est des débats, chacun dit ce qu'il pense, mais ça ne sert à rien. Donc moi j'ai considéré qu'aujourd'hui, le plus important du travail d'un député, c'est d'exercer le contrôle sur l'action du gouvernement. Et le contrôle sur l'action du gouvernement, c'est pas d'aller avoir 3 minutes de temps d'antenne à l'Assemblée. C'est ce que je suis en train de faire, c'est de voir là où il y a les problèmes, d'adresser au gouvernement des questions écrites. Le gouvernement étant tenu de répondre dans le délai de 2 mois. Quand vous recevez ces réponses-là, vous les examinez et vous vous rendez compte à vos mandants. Aujourd'hui, nous avons déposé, je crois, il y a plus d'1 mois, 4 séries de questions écrites. Je l'ai reçu pour le moment qu'une seule réponse. La semaine prochaine, je vais en déposer 5 sur la question de l'immigration clandestine. La situation de la quoi, par exemple? Le gouvernement n'a répondu que sur la cession du foncier du garage pompier et du foncier de comment ça s'appelle, là où il y avait le problème, Wakam. Donc il y a beaucoup d'autres qui me semblaient être plus importants d'ailleurs, parce que il y a la question par exemple des détournements et des escroqueries sur deniers publics portant sur plus de 91 milliards que j'ai déposé. Il y a beaucoup d'autres questions écrites et il y en a qui vont être déposées la semaine prochaine. Ça me semble être plus important, le travail d'un député, d'exercer ce contrôle sur l'action du gouvernement, de poser des questions précises, et le gouvernement est obligé de répondre et de rendre compte maintenant au peuple sur la réalité de ce que le gouvernement fait. Ça, c'est un premier aspect qui me semble extrêmement important. Le second aspect, qui est tout aussi important et qui est inexistant, c'est que nous travaillons à déposer un certain nombre de propositions de loi sur la table du gouvernement. Parce que vous savez que la loi, l'initiative de la loi peut venir aussi bien de l'exécutif, en ce moment on parle de projet de loi, ou des députés eux-mêmes. Et c'est le parent pauvre. Les députés souvent ne portent pas des propositions de loi. Alors la plupart du temps, ils ne sont que l'écran. Il y a l'exécutif qui prépare une loi et qui donne à un de ses députés pour lui dire va déposer cette loi. Donc nous considérons que ces aspects sont plus importants. C'est ça le vrai travail du député. Mais c'est pas d'aller à l'Assemblée, on dit que le ministère de la Santé va passer. Vous savez très bien que le budget du ministère de la Santé sera voté tel qu'il a été présenté. Vous y allez c'est bien pour la consommation extérieure, c'est bien pour la cosmétique, mais ça n'a pas d'impact fondamentalement sur le fonctionnement du pays et sur le fonctionnement du gouvernement. Et donc, au-delà, nous considérons maintenant que nous pouvons y ajouter de temps en temps des apparitions à la tribune de l'Assemblée nationale pour prendre position sur des faits précis. Alors, le budget que le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale est estimé à plus de 4 800 milliards de francs CFA. En tant que député, croyez-vous que ce budget est sincère dans ce contexte marqué par une crise Covid-19? Vous savez, ce qui me frappe, parce que j'étais à l'Assemblée nationale toute la matinée en plénière, je crois qu'aujourd'hui, c'est les députés de la majorité eux-mêmes qui posent le problème, la question de la sincérité du gouvernement. La majorité? La majorité. À la lecture du rapport général, il est régulièrement revenu que les députés, en commission, les députés de la majorité ont posé cette question-là de la sincérité du budget. Et quand j'ai écouté aujourd'hui, ce matin, l'intervention de beaucoup de députés de la majorité, j'ai eu l'impression qu'eux-mêmes doutaient de beaucoup de choses. Cela est assez illustratif parce qu'il y avait une solidarité aveugle qui fait que quel que soit Alpha, on disait que tout est bon. Ce qui m'amène à considérer que le budget, vous savez, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire à l'Assemblée nationale cette année ce que je n'avais pas dit l'année dernière ou les années d'avant. Et rien n'a changé entre-temps. Il vous suffit de remonter et de regarder les vidéos de mes interventions, aussi bien sur le budget général, sur les recettes, sur la dette, le passage des ministères les uns après les autres. Si vous écoutez mes interventions, vous allez avoir l'impression que ça a été fait hier, parce que rien n'a changé entre-temps, et pire, on s'enfonce. Vous savez très bien que votre administration fiscale ne peut pas atteindre ces résultats pour des raisons que j'avais énumérées. Fiscal s'entend des impôts et domaines, de la douane réunie. Je vous avais dit que vous savez que vous êtes en train de crever votre plafond d'endettement. Et n'eût été la Covid-19, justement, ils auraient eu un problème, parce que c'est la Covid-19 qui leur a permis d'aller un peu crever le plafond au niveau du FMI.
Et je leur avais dit que vous savez très bien que l'endettement du Sénégal est exponentiel. Ça s'est passé de 34% en 2012 pour arriver aujourd'hui à 64%. Même si on nous dit le seuil de l'UEMOA c'est 70%, j'ai toujours dit que c'est un seuil qui ne reflète pas la réalité. On ne peut pas prendre 70% parce que l'Union européenne est à 70%, alors qu'on a des économies extrêmement fragiles, frêles, où une seule mauvaise campagne agricole peut nous coûter 2 ou 3 points de croissance. Et donc aujourd'hui, on en est à 64%. Vous ne pouvez pas avoir un budget sincère dans ces conditions-là. Mais nous savons la situation du pays, même si la pluviométrie exceptionnelle nous permet de rêver d'une bonne récolte, compte tenu des menaces liées à l'invasion acridienne et autre chose. Qui se passe déjà dans la vallée du fleuve. Oui, mais nous avions tiré la sonnette d'alarme il y a combien de temps? Il y a 2 mois, quand je faisais ma conférence de presse, en disant, en interpellant le gouvernement pour dire quelles mesures ils ont prises. Parce que les organes spécialisés sur ces questions dans la sous-région avaient déjà annoncé la menace. Bref, donc, nous sortons de ce contexte-là et vous voulez, même en situation normale, vous ne pouviez pas atteindre un certain niveau de mobilisation des financements. Vous voulez dans ce contexte-là augmenter un budget. Je crois que c'est illusoire, c'est démagogique, mais nous leur donnons quelques temps, parce que nous savons que d'ici quelques temps, on va avoir une première loi de finances rectificative qui va dire nous revoyons les choses à la baisse. Il y en aura peut-être une deuxième, une troisième. On est habitué maintenant, chaque année il y a 2 ou 3 lois de finances qui viennent raboter et ramener les choses à des proportions beaucoup plus acceptables. Ibrahim. Ousmane Sonko, vous avez la chance d'avoir une triple casquette sur la tête. Vous êtes un ancien inspecteur des impôts et domaines. Vous êtes expert fiscal actuellement. Ensuite, vous êtes aussi député. Donc, vous avez ce triple regard-là sur la loi de finances. Donc, est-ce que vous pensez que cette loi qui est en train d'être votée actuellement à l'Assemblée est suffisamment incitative pour en tout cas attirer plus de ressources dans la cagnotte de l'État? Non, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas les moyens de ce qu'ils veulent faire. Parce que, vous savez, à l'échelle d'un État, les ressources sont relativement limitées. Les sources de ressources, c'est la mobilisation des ressources intérieures, c'est la fiscalité donc. Et dans tout pays normal, c'est la poche la plus importante pour alimenter un budget. Nous savons très bien que notre système fiscal est complètement à terre, notre administration fiscale est essoufflée, mais en réalité, il n'y a de fiscalité que relativement à l'économie. La fiscalité suit l'économie. Vous ne pouvez pas... Qui paye l'impôt? C'est les entreprises, prioritairement, c'est les salariés, c'est les commerçants, ainsi de suite. Donc, si tous ces secteurs-là se portent mal, vous ne pouvez pas tirer de recettes fiscales, en réalité. Donc, cet ensemble fait que nous sommes extrêmement limités en termes de recettes fiscales. Si vous y ajoutez les pertes de recettes volontaires avec le système des exonérations dans des secteurs très porteurs où des étrangers gagnent des milliards et des milliards, mais qu'on continue à exonérer dans nos pays, les secteurs miniers, les secteurs, les grands marchés publics, etc., où des gens viennent, gagnent des marchés à coups de milliards, rapatrient tout sans payer 1 franc d'impôt au Sénégal, et au même moment on dit au petit boutiquier du coin de payer son impôt, bien on ferme sa boutique. Si vous ajoutez tous ces trucs-là, plus maintenant l'évasion fiscale, les flux illicites de capitaux qui nous font perdre des centaines de milliards par année, nous avons une limite objective parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, on s'est trompé de priorité. Vous ne pouvez pas dire, et c'est ça le paradoxe. L'année dernière, vous m'avez suivi sur la tribune de l'Assemblée nationale, les brocardés sur la dette. Ils ont dit, après ils ont demandé à leurs députés qui chacun montait pour dire, Monsieur le Président, vous pouvez emprunter parce que si vous n'aviez pas une bonne signature, on ne vous prêterait pas. Et alors qu'un pays qui a du pétrole et du gaz, partout où vous allez, on vous donne parce qu'on sait que dans tous les cas, on va récupérer ailleurs. Ce qui justifie la signature de contrat léonais au détriment du Sénégal. On lui dit, vous avez une bonne signature. Mais si vous avez une bonne signature, vous ne serez pas le premier à crier parce qu'il y a la crise de la Covid pour dire annulez-moi ma dette. Pourquoi les Asiatiques n'ont pas dit annulez-nous notre dette? Pourquoi les États-Unis ne l'ont pas dit? Pourquoi l'Europe ne l'a pas dit? Tous ces pays sont endettés. Nous sommes les seuls à crier partout qu'il faut qu'on nous annule notre dette, sinon on va mourir. Alors qu'on dit qu'on a une signature viable. La viabilité de la signature,
s'apprécie par rapport à la viabilité de votre économie, à votre capacité de résilience. C'est ça qui détermine la viabilité de la signature. Mais aujourd'hui, nous sommes les seuls dans le monde. On voit des initiatives parlementaires, on voit le président qui sort partout, qui essaie d'emballer tous les présidents de l'Afrique pour aller manier l'annulation de la dette. Alors qu'il y a un an, on nous disait qu'empruntez parce que vous êtes très bon. Donc ça, c'est autant d'aspects qui montrent les incohérences. Parce que, vous savez, dans un budget, j'ai tendance à dire, et de manière générale dans un programme politique, et ça, j'invite tous les Sénégalais à être exigeants. Un programme politique, c'est très facile de dire, je ferai ceci dans l'agriculture, je ferai ceci dans la santé, je ferai ceci pour l'emploi des jeunes, ainsi de suite. Mais la question fondamentale, c'est où est-ce qu'on trouve le financement? Pouvez-vous avoir vos rêves pour dire, je veux un palais aux Almadies? Chacun peut rêver de cela. Mais où est-ce que vous allez trouver l'argent? Vous lisez le PSE, vous ne verrez rien sur le financement. Il y a 3 ou 4 lignes consacrées au financement. Tout le reste, c'est de la littérature, nous ferons ceci sur ceci, nous ferons cela. Ça, c'est le plus facile dans un programme. Pourquoi vous allez le faire? C'est une bonne question. On va le faire en continuant à emprunter, ou bien vous pensez qu'il faudrait arrêter les exonérations? Autrement dit, comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour élargir l'assiette fiscale? Nous, dans notre programme, déjà dans le livre que j'avais présenté aux Sénégalais, Solutions, j'avais donné un certain nombre de pistes, parce que effectivement j'ai la chance d'avoir cette formation, pour dire voilà des mesures très simples qui vous permettent de passer du simple au double d'un budget en 1 ou 2 années. C'est la rationalisation des dépenses fiscales, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est toutes ces exonérations que rien ne justifie et qui enrichissent à coups de milliards des gens qui partent avec, qui s'envolent, c'est évaporé, on ne réinvestit même pas au Sénégal. C'est s'attaquer aux différentes niches fiscales qu'il y a et qui sont liées quelquefois aux mauvaises pratiques fiscales, notamment au ministre qui se permet d'annuler la dette fiscale de multinationales qui ont de quoi payer. Mais un ministre se lève, il dit c'est 7 milliards, c'est 10 milliards, j'efface du jour au lendemain, ce qui est illégal d'ailleurs, je l'ai dit. Des ministres le font? Ah bien sûr, je vous ai dit, c'est pourquoi... vous savez, il faut, si vous suiviez notre... c'est pourquoi je dis, moi, je n'ai plus rien à dire ou à prouver à l'Assemblée nationale. Parce que toutes ces problématiques, je les ai posées à l'Assemblée nationale. Il y a 1 an ou 2 ans, j'ai interpellé le ministre des Finances en lui disant que vous êtes dans l'illégalité et vous pourriez être poursuivi pour ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'impôt est du domaine de la loi. Seule l'Assemblée nationale peut amnistier un fait fiscal. Un ministre ne peut pas le faire. Même le président de la République ne peut pas le faire. Et j'avais donné des exemples concrets d'entreprises, de multinationales, qui devaient des milliards, qui ont été épinglés pour fraude fiscale. Et certaines fraudes sont passibles même de sanctions pénales. Et un ministre se lève, il prend son stylo, il dit, bon, j'ai décidé, c'était 20 milliards, j'ai décidé de le ramener à 1,5 milliard. Autant de pratiques qui nous coûtent extrêmement cher. Et on veut, à côté, créer des taxes qu'on met sur le dos du peuple. Parce qu'à chaque fois qu'on crée une taxe indirecte, sur le sucre, sur le ciment, etc., qui va supporter ça? C'est le petit consommateur, in fine, qui veut construire, qui doit truc, mais qui est le consommateur final. Parce que c'est ça le principe de la taxe indirecte, c'est que c'est le consommateur final qui supporte tout. Et ce qui crée cette inflation sur les prix. Quand vous prenez le prix de l'essence, plus de la moitié du prix de l'essence, c'est des taxes. Parce que l'État ne vit que de ça. Mais qui consomme ça réellement? Et c'est le petit peuple malheureusement qui supporte, alors que les grands contributeurs non seulement ne payent pas correctement, mais quand ils sont pris la main dans le sac, c'est un ministre qui choisit et c'est le président de la République qui inscrit pour dire annuler sa dette fiscale. C'est autant de choses. Maintenant, il y a aussi la bonne gestion de nos ressources naturelles qui peut nous permettre d'engranger. J'ai tendance à parler de renégociation de tous les contrats. Beaucoup disent que c'est très risqué de s'aventurer à renégocier. Par rapport à quoi? C'est risqué par rapport à quoi? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Les ressources naturelles appartiennent souverainement au peuple sénégalais. Si ces ressources naturelles-là ne sont pas gérées dans l'intérêt du peuple sénégalais, ce peuple a le droit d'en réclamer la négociation. Maintenant, il y a des ficelles que je ne vais pas livrer ici, parce que je ne vais pas vendre la mèche, mais il n'y a pas plus simple que de négocier en réalité, surtout dans un pays comme le Sénégal, où à la base, ce qui a été fait sur la base de faux. Il n'y a pas plus facile de renégocier, et je vous dis que c'est renégociable. Il y a la rationalisation des dépenses de fonctionnement, du train de vie de l'État. On en parle tout le temps, on ne fait absolument rien. Mais voyez toutes ces institutions inutiles qu'on crée.
pour les beaux yeux de politiciens. À quoi servent ces institutions? Absolument rien. Aujourd'hui, on ajoute 2 milliards pour telle institution, 1,5 milliard pour telle autre institution. Combien d'emplois on aurait pu créer pour des jeunes avec ces budgets-là? Et c'est autant de choses pour vous dire qu'ils peuvent permettre à une gouvernance saine et vertueuse de passer du simple au double de son budget sans avoir de besoin, dans un premier temps, de recourir même à l'endettement. Après, tous les États s'endettent, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de le faire de la manière dont on est en train de le faire. Mais Ousmane Sonko, quand même, ils disent avoir rationalisé sur la facture téléphonique de l'État, sur les logements de l'État. Donc, est-ce que cela ne vous satisfait pas? Vous savez, le problème avec les politiques publiques, c'est qu'il n'y a jamais d'évaluation. On passe d'un système à un autre, on passe d'un programme à un autre et on n'évalue pas. Vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce qui a été effectivement fait sur la téléphonie. C'est comme quand on dit les ambassades. On dit rationalisation, on en ferme 5, on en ouvre 4 autres ailleurs, ainsi de suite. Au finish, on se retrouve avec le même nombre ou même un peu plus. Fondamentalement, je l'avais dit dans mon ouvrage, prenez le matériel administratif. J'ai été fonctionnaire pendant 15 ans. Vous savez, c'est des centaines de milliards mal utilisés simplement pour commander de la bureautique, pour commander des ordinateurs. Chaque année, chaque 2 ans, on renouvelle tout, alors que le matériel qui était là n'a même pas encore été utilisé. Vous voyez du matériel dans la cour de tous les services, ainsi de suite. Le parc automobile, amusez-vous à circuler dans Dakar. Partout, vous voyez des véhicules AD délaissés. Quelquefois, il y a une petite pièce qui manque, on ne remplace pas et on commande une autre voiture pour la personne. Il y a également, regardez tous les gens qui disent qu'ils sont à la tête d'institutions ou je ne sais. Vous allez chez eux, quel parc automobile vous trouvez? 2 4x4, 3 berlines, etc. Tout ça aux frais de l'État. Donc, il y a la rationalisation, ce n'est pas une histoire de facture téléphonique. Il y a beaucoup mieux et beaucoup plus à faire. Je crois que j'en ai fait de longs développements dans mon livre. Sur la politique fiscale, dans vos interventions, vous parlez que des entreprises. Pourquoi est-ce un choix délibéré ou bien... Est-ce que vous suivez bien nos interventions? Je crois que je suis l'un de ceux qui parlent le plus d'entreprises, puisqu'en réalité, notre doctrine étant fondée sur le patriotisme, et le premier pilier de ce patriotisme, c'est le patriotisme économique. Je parle tout le temps des entreprises, de la nécessité de protéger d'abord nos entreprises. Et ça passe par un certain nombre de mesures de protection. On nous dit mondialisation, OMC, ouvrez vos frontières. Si vous ouvrez brutalement vos frontières, alors que les autres pays se sont en fait préparés de 2018 du moins, ça a été un long processus. La Chine n'est pas le Sénégal quand même. Hein? Non, je sais, je vous donne, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est le Maroc même, c'est tous les pays fonctionnent comme ça. Même le Rwanda aujourd'hui qui est beaucoup plus petit en termes géographiques que le Sénégal. Donc ce n'est pas une histoire de la Chine, n'est pas le Sénégal. Je ne fais pas de comparaison pour la comparaison. Je dis, tous les pays ont fonctionné comme ça. Donc, chaque fois je dis, il faut protéger nos trucs. J'ai toujours tendance à dire que aucun pays ne s'est développé sans avoir pu faire émerger une bourgeoisie industrielle nationale. Ça, vous l'avez entendu 1000 fois à l'Assemblée nationale, dans mes émissions, etc. Et pour ça, la bourgeoisie ne tombe pas du ciel. J'ai été abasourdi quand j'ai entendu au jour le président Macky Sall recevant le patronat leur dire oui, préparez-vous, la concurrence arrive, les Sud-Africains vont venir, les Nigériens. J'ai dit, mais comment on peut s'adresser comme ça à son patronat? Tous ces gens-là ont été protégés par leurs États pendant longtemps et jusqu'à présent, le Maroc protège ses entreprises contre la toute-puissance de l'Union européenne parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tout de suite aller en concurrence avec ces trucs. Dans tous ces pays-là, j'ai regardé l'autre jour un reportage sur la Thaïlande, mais vous allez en Thaïlande, vous voulez investir dans le secteur touristique, vous ne pouvez pas le faire si vous ne prenez pas un Thaïlandais et vous lui donnez peut-être 80% des actions. Donc, il faut protéger notre tissu national, il faut renforcer nos industriels, il faut leur faire les faveurs fiscales du moins ce qu'on fait aux étrangers. C'est à nos nationaux qu'il faut les faire aujourd'hui. Je crois qu'on est allé raconter au patronat que le gars, il veut augmenter les taxes, etc. Vous savez, les gens ne comprennent même pas la différence entre augmenter des taxes et augmenter un taux de pression fiscale. Le taux de pression fiscale, c'est la répartition de la charge fiscale sur l'ensemble des impôts que nous collectons
leur rapport au PIB. Si ce rapport est élevé, le taux de pression fiscale est élevé. S'il est faible, truc. Maintenant, comment atteindre un bon taux de pression fiscale? Ce n'est pas en augmentant forcément des impôts. Au contraire, vous pouvez baisser des impôts et avoir un taux de pression fiscale plus important. Parce qu'en baissant, vous incitez les gens à payer. Ensuite, vous travaillez à élargir l'assiette. Si vous avez 100 contribuables et à chacun vous devez demander 1000, mais il vaut mieux avoir 1 million de contribuables et chacun donne 100. Donc, lors du lancement du... Mais ça fait des années que je n'ai pas parlé d'impôts. Aujourd'hui, on parle d'impôts, c'est bizarre. On revient dans votre cœur de métier, comme on dit. Donc, lors du lancement du PAP 2A, le président de la République avait dit qu'il y aurait une amnistie fiscale sur 2020 et 2021 pour 2 secteurs, la presse et le tourisme. Et vous avez dit que l'amnistie fiscale est une loi qui est du domaine de l'Assemblée nationale, donc du domaine du Parlement. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est du pipeau, donc c'est ce que le président de la République avait dit, ou bien est-ce que vous, en tant que député, vous avez eu connaissance d'un projet de loi d'amnistie fiscale qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale? Non, je ne peux pas dire que c'est du pipeau. Le président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative de loi incombe concurremment au président de la République et à l'Assemblée nationale. Le président de la République peut présenter un projet de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Mais vous n'en avez pas connaissance? Je n'en suis pas informé, je ne pense pas que ça a été fait. Mais il peut affirmer que ça va être fait parce qu'il a une majorité écrasante. Il est sûr que s'il dépose son projet de loi, ce sera voté. Donc je crois que c'est peut-être par rapport à ça qu'il le disait. Alors on vit une période post-Covid-19, on le pensait en tout cas, mais avec une deuxième vague qu'on a vue en Europe, ça devient beaucoup plus compliqué. On a entendu le chef de l'État lui-même dire s'il y a une deuxième vague au Sénégal, notre économie ne pourra pas la supporter. Est-ce que vous pensez que le plan de relance que le gouvernement a fini de concocter justement pour cette période post-Covid-19 est sérieux? Mais lui-même, il a répondu à cette question, puisque je crois avoir lu dans la presse où il disait que s'il y a une seconde vague, notre économie ne la supportera pas. Donc ça répond à votre question. Ça veut dire que le plan qu'ils ont concocté, pas prévu justement, c'est un plan qui n'est pas un plan en réalité de résilience, parce que si vous êtes dans un plan de résilience et que l'objet de la résilience, la cause principale du problème n'est pas encore complètement éradiquée, et vous nous dites que s'il y a augmentation ou s'il y a seconde vague, l'économie ne le supportera pas, ça veut dire que votre plan n'est pas adéquat et ne répond pas. Et ça, vous savez, nous on a fait un travail d'analyse du budget, rapporté à ce qu'ils ont prétendu vouloir faire, notamment ce fameux plan de relance, qui en réalité, je l'ai dit depuis le début, est un plan d'ajustement structurel et non pas un plan de relance. Ah oui, on retourne à l'ajustement des années 90 là. L'ajustement peut avoir des degrés variables, mais je crois qu'on apprécie l'ajustement par rapport aux différentes options et par rapport à est-ce qu'on est dans une dynamique de serrer la ceinture, de demander encore un peu plus d'efforts aux Sénégalais, ainsi de suite, ou bien est-ce qu'on est dans une dynamique vraiment de relâcher. Et ici, quand vous analysez, vous savez, il est important que nous travaillions sur des bases factuelles. Quand vous regardez le projet de budget, pour ne prendre que celui-là, vous dites que vous voulez faire une relance, et la relance, c'est d'abord la résilience sociale, etc., mais c'est également la relance industrielle. Dans le budget, il n'y a pratiquement pas d'augmentation sur le poste concernant le programme industriel ou l'accompagnement industriel de l'État. Il n'y a pratiquement pas d'augmentation. L'augmentation est quelques centaines de millions, ce qui ne veut rien dire si vous voulez vraiment avoir une bonne politique industrielle. Sur le plan social, c'est la même chose. Par exemple, aucun crédit n'est inscrit pour la lutte contre la malnutrition au Sénégal pour cette année 2021. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de programme de lutte contre la malnutrition. C'est des choses factuelles. Je serais venu avec un document, je vous aurais épluché en détail pour vous montrer que ce qu'ils déclament et ce qu'ils font, c'est totalement contraire. Parce que la deuxième vague était, somme toute, prévisible. Moi, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, etc. Mais depuis longtemps, j'ai analysé, j'ai pensé, moi, c'est pas scientifique, mais j'ai toujours pensé que cette affaire avait quand même un rapport avec le climat. Vous savez, en Europe, ça s'est signalé pendant l'hiver, ça a été virulent. L'été est venu, il y avait une baisse, et maintenant ça reprend. Nous, dès qu'on commence à annoncer l'hiver, en tout cas, même si on n'a pas un hiver très rigoureux, et en réalité, nous l'avions eu quand? Nous l'avions vu entre les mois de février, mars, si je ne m'abuse, où on était dans cette période-là. Mais en tout état de cause, puisqu'on n'avait pas trouvé de vaccin à travers le monde,
le virus n'a pas été éradiqué. Aujourd'hui, il n'y a aucun gouvernement au monde, un gouvernement sérieux, qui peut faire des projections sans intégrer les hypothèses les plus pessimistes en termes de virulence de la pandémie de la Covid-19. Si le Sénégal ne l'a pas fait, ça démontre une fois de plus les carences de Macky Sall et de son gouvernement. Ousmane Sonko, vous êtes jeune, vous êtes politique, vous êtes en même temps l'espoir d'une bonne frange en tout cas sociale, c'est-à-dire c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, que leur proposer comme offre pour les inciter à rester dans le pays et à croire qu'ils peuvent réussir ici? Dans ce contexte d'immigration clandestine quand même qui fait beaucoup de dégâts. Oui, moi, sur cette problématique d'immigration clandestine, je crois qu'il nous faut être sans complaisance, aussi bien vis-à-vis de l'État, et principalement vis-à-vis de l'État, mais également vis-à-vis de ces jeunes. Ah oui. J'ai tendance à leur dire, si tant est que vous nous reconnaissez un tant soit peu de crédibilité, ou en tout cas de sympathie, nous devons d'avoir un langage de vérité vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas le droit de risquer votre vie dans ces conditions pour aller dans un Eldorado mirifique. C'est un mirage en réalité. Nous savons tous que ce que les gens vivent quelquefois dans ces pays-là est pire que ce que nous vivons ici. Quoi qu'on dise, les gens ne sont pas dans des situations tellement désespérées qu'on en revient à des questions de vie ou de mort. Disons les choses telles quelles. Certains même ont des métiers. Oui. Donc, la deuxième chose, c'est que les pays où ils veulent se rendre, ces pays-là ont mené leur combat. Ces pays-là, c'était pire que le Sénégal. À un moment donné, ils ont tous fait leur révolution. L'Espagne a fait sa révolution, la France a fait sa révolution, l'Allemagne a fait sa révolution, ainsi de suite, pour dire plus jamais ça, nous n'accepterons plus qu'un groupuscule s'accapare de toutes les ressources, fasse ce qu'il veut, et que nous continuons en bas à en pâtir. Et donc, la révolution française, elle est là. Et là-bas, c'était même pas une république, c'était un roi qui était là tout puissant, d'origine naturelle ou divine, comme on disait, ainsi de suite. Pourquoi nous pensons que nous devons nous priver de mener nos révolutions dans nos pays? Et qui parle de révolution parle de jeunesse. C'est une jeunesse consciente. Donc vous proposez à ces jeunes-là de rester au pays et de mener le combat contre ce groupuscule. Oui, de mener le combat contre la mafia qui s'est accaparée de ce pays et de toutes les ressources depuis longtemps et qui fait n'importe quoi. Le combat, il est ici. Vous pensez que ceux qui sont partis depuis longtemps et qui ont relativement réussi leur vie là-bas, qui souhaitent rentrer mais qui ne peuvent pas rentrer, ces gens-là, vous croyez que pour eux l'immigration c'était la solution parfaite? Je ne pense pas. Donc moi je considère que il ne faut pas se voiler la face. Il faut rester et se battre. D'habitude nos adversaires ils disent que ouais, le gars Sonko quand il parle il ne fait que deux choses. D'abord il nous menace de prison. Je leur dis mais si vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas à avoir peur de menaces. Moi, je ne menace personne de prison, mais je dis qu'il y aura reddition des comptes et tous ceux qui ont géré devront rendre compte. Ça, c'est le minimum dans une république. Ce n'est pas une menace, c'est rien. Et la deuxième chose, ils disent, oui, mais ils incitent les gens à se soulever. Je n'incite personne à se soulever. Je parle à un peuple. Nous avons beaucoup travaillé à améliorer le niveau de conscience des Sénégalais de manière générale et particulièrement de la jeunesse pour qu'ils comprennent, parce que beaucoup de gens souffraient mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais une fois qu'il y a un niveau de prise de conscience solide, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra que ces gens-là s'assument. Soit ceux qui gouvernent comprennent que ça ne peut plus aller comme ça et qu'eux ils reviennent dans les bonnes pratiques, ou bien le peuple n'a qu'à s'assumer pour les enlever d'ici par tout moyen nécessaire et mettre d'autres personnes qui pourront gérer. Ce qui s'est passé en Algérie avec Bouteflika, ce qui s'est passé avec El Bachir au Soudan, Ben Ali ici, Moubarak là-bas, ainsi de suite. C'est un droit légitime du peuple. C'est possible au Sénégal. Pourquoi ne serait-ce pas? Je crois que ça s'est passé même au Mali plus récemment. Oui. Pourquoi pensons-nous que nous sommes un peuple qui tombait de je ne sais où? Non. Non, nous ne sommes ni meilleurs ni plus mauvais que les autres. Il faut qu'on redevienne sur terre et qu'on comprenne que nous ne pouvons pas aspirer à un mieux-être, nous ne pouvons pas aspirer à mieux que ce que nous vivons et penser que nous pouvons faire l'économie des méthodes qui ont marché ailleurs et qui ont permis aux gens de trucs. Maintenant, je termine. Après, je dis, on ne peut pas avoir le courage de dire à nos frères, à nos sœurs, et c'est pas méchant,
de leur dire la vérité les yeux dans les yeux et sans nous limiter à ça. Le vrai problème, c'est l'État. La responsabilité de l'État dans tout ça. Mais prenez ce qui se passe. Comment vous pouvez signer des accords de pêche pour priver vos propres pêcheurs de poissons? Vous savez, la pêche, c'est 600 000 personnes qui travaillent dans la pêche. Imaginez ce qu'il y a derrière en termes de famille. C'est combien de Sénégalais qui aujourd'hui dépendent, sans compter l'apport nutritionnel dans nos plats de tous les jours. Vous permettez de vendre votre océan, de vendre toutes vos ressources à vil prix en plus. Cette semaine-ci, je vais déposer une question écrite sur cette problématique, d'ailleurs sur la table du gouvernement. Vous choisissez de vendanger, en tout cas de vendre à vil prix vos ressources halieutiques, et vous voulez que ces jeunes-là soient là à faire quoi? C'est la même chose partout. Je parle toujours de ressources naturelles. Si c'était bien géré, ça créerait énormément d'emplois. La responsabilité de l'État, c'est la responsabilité principale. Quand vous voulez aborder cette question, vous ne pouvez pas vous limiter à lancer un appel seulement aux jeunes et faire abstraction de la responsabilité de l'État. Ce que l'État fait est la cause principale, essentielle de la situation que vivent les jeunes. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas possibilité de créer des emplois dans ce pays. Je terminerai par vous dire une chose. Dans un pays qui est dans une dynamique de croissance sur plusieurs années, quand on vous dit qu'il n'y a pas réduction de la pauvreté, il n'y a pas création d'emplois, ça veut dire deux choses. Soit les statistiques sont fausses, manipulées, ou alors cette croissance-là est extravertie. Quand vous faites 6% de taux de croissance et que les 4,5% sortent parce que ça a été fait par des multinationales étrangères, exonérées de tous les impôts, qui rapatrient tout, vous ne créerez pas d'emploi, vous ne réduirez pas la pauvreté. Et tant qu'on n'aura pas abordé ces questions-là, et ce que je dis à cette jeunesse, je leur dis, votre problème, c'est pas votre seul problème, il s'appelle aujourd'hui Macky Sall. Et son incompétence, celle de son gouvernement, c'est votre seul problème. Ce n'est pas en prenant les pirogues que vous allez régler ce problème, c'est en restant ici et en menant le combat, soit pour qu'ils se réajustent et travaillent pour le peuple sénégalais et non pas pour leur poche et pour des étrangers, ou alors qu'ils quittent le pouvoir par tout moyen pour laisser à des gens plus compétents, plus patriotes, le soin d'essayer quelque chose pour le profit du peuple sénégalais. Une dernière question sur l'agriculture avant de parler de politique. Vous avez lancé le concept de Tolu Pastef, je crois que c'est ça. Vous incitez les jeunes à retourner à l'agriculture. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'agriculture sénégalaise, dans l'état où elle se trouve, peut être une réponse aux difficultés économiques que nous vivons ou aux problèmes d'emploi? Vous savez, l'économie fonctionne de manière très basique. Et ce n'est pas pour rien qu'on a scindé en secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Le secteur tertiaire a atteint un volume tel qu'on l'a scindé en deux en mettant le quaternaire quelque part, où on a pris l'administration, etc. pour en faire un secteur. Mais dans un pays développé, il faut qu'on arrête le schéma d'abord. Les schémas standards dans un pays développé, vous avez un secteur industriel, un secteur primaire relativement faible, un secteur secondaire qui vient après et un secteur tertiaire très développé. Pourquoi? Parce que ces pays ont fini leur révolution industrielle. Quand tu termines ta révolution industrielle, tu as un secteur primaire qui produit, que ce soit l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite, mais qui produit pour que l'industrie puisse transformer. Et là, l'industrie crée énormément d'emplois. Parce que l'agriculture permet de faire travailler beaucoup de monde, certes, mais si vous regardez sa part dans le PIB, elle n'est pas très importante. Pour que vous fassiez de la valeur ajoutée et que ça puisse rapporter plus, aussi bien en termes d'emploi, mais en termes de revenus pour le pays, il faut transformer, ce qui ne se fait pas en Afrique de manière générale et au Sénégal en particulier. Mais quand vous réussissez cette seconde phase, vous avez besoin d'un secteur tertiaire très développé pour distribuer le commerce, mais vous avez besoin d'un secteur tertiaire très développé pour également gérer la question du financement, les banques, etc. La question de la sécurisation, c'est les assurances, ainsi de suite. Dans un pays sous-développé, on ne doit pas avoir ce schéma. Or, vous venez au Sénégal, le secteur tertiaire fait 63% de l'économie sénégalaise, autant que la zone Union européenne. Ça veut dire qu'on a délaissé le secteur secondaire et qu'on a complètement grillé le secteur primaire, qui aujourd'hui représente à peu près 19% du PIB. Ça pose un problème. Donc,
Mais nous, quand on disait aux jeunes de retourner à l'agriculture, vous savez, nous ne gouvernons pas. Nous ne gouvernons pas, nous n'avons pas les leviers. Nous ne l'avons pas fait parce que nous pensons que c'est à nous de définir la politique agricole du Sénégal. Mais nous l'avons fait prioritairement pour ces jeunes. Pour dire, en attendant d'avoir des gouvernants dignes de ce nom, qui comprennent les enjeux au niveau national, mais les enjeux mondiaux, et qui soient surtout de vrais patriotes, vous ne pouvez pas attendre ça. En attendant que chacun essaie de se prendre en charge, que chacun essaie de croire en lui-même d'abord. Et ça passe par l'auto-emploi. Ce n'est pas seulement l'agriculture. Nous lançons des formations des jeunes sur la pisciculture, sur d'autres formations dans des métiers urbains, avec des délivrances de diplômes, même ainsi de suite. Nous les incitons en leur disant, nous allons essayer un peu de repartir à l'agriculture pour ceux qui connaissaient déjà l'agriculture et de vous y essayer pour ceux qui n'avaient jamais fait de l'agriculture. Quand on l'a commencé, moi, quand j'ai commencé à faire la tournée et visiter les tôles au passé, ici à Dakar, j'ai vu des jeunes qui m'ont dit, j'avais jamais été dans une exploitation agricole. Je ne pouvais même pas reconnaître l'herbe de l'arachide. Mais j'ai décidé, moi maintenant, d'aller chercher moi-même ma propre exploitation parce que je m'y suis retrouvé. Donc c'est ça le principe. Après, accessoirement, si ça prend un volume, le volume que nous voulons, ce sera reversé dans les statistiques de l'État. Oui, ce que les gens sont en train de faire, de produire, quand on va faire les statistiques de la production agricole ou de niébé ou de kanja ou je ne sais quoi, il y aura ce que les jeunes ont fait dans le cadre des tôles passés. Vraiment? Oui, il y a déjà lors de la mise en place du dernier gouvernement, il y a eu la création du ministère de la transformation des produits. Est-ce que cela, ça pas déjà un bon pas? Ça, c'est des appellations. Vous savez, j'ai vu aujourd'hui un article qui m'a plu. D'ailleurs, on a dit Macky, l'homme des slogans inachevés, je ne sais quoi. On a parlé de fast track, lever des drapeaux, cleaning day, etc. Tout ça, c'est où? On nous sort des slogans et de plus en plus on les anglicise d'ailleurs pour créer un complexe parce que tout ce qui sonne anglais doit être quelque chose d'extraordinaire. Mais Amadou Sall disait que c'est pour frimer. Oui, mais c'est où ça? Tous ces concepts. Il y a toujours eu, dans l'architecture gouvernementale du Sénégal, il y a toujours eu, de l'indépendance en maintenant, soit des ministères entiers ou des pans de ministères qui étaient dédiés à cette histoire d'industrialisation et de transformation. Il y en a toujours eu, qu'on l'appelle, je ne sais pas, transformation, tout ce que vous voulez. Il y avait avant des ministères du plan et de l'industrie, ministère du commerce et de l'industrie, ainsi de suite. Ce n'est pas les slogans ou les appellations, c'est le contenu. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Je vous ai dit que je vous enverrai toutes les données, vous allez voir, vous pouvez même en faire un article. Il n'y a rien de prévu. Le budget du ministère de l'Industrie est l'un des plus faibles dans le budget du Sénégal. Et on nous dit qu'on veut avoir une politique industrielle au Sénégal. Donc ça, c'est maintenant après, on a des écueils. Si on ne mène pas les vrais combats, et c'est pourquoi je le dis tout le temps aux Sénégalais, quel que soit ce que Macky Sall va faire, il va échouer. Et les Sénégalais vont souffrir. Quel que soit ce qu'il va faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le courage de s'attaquer aux fondamentaux. J'ai parlé aujourd'hui, tout à l'heure, de la structure de notre économie. Ils ont lancé le PSE. 7 ans plus tard ou 8 ans plus tard, la structure de notre économie n'a pas changé. Un tertiaire baobabique, détenu par qui? Les banques, les assurances, les téléphonies, ça n'appartient pas au Sénégal. Donc ça veut dire que ça sort du pays. Vous avez un secteur tertiaire, donc volumineux. Vous avez un secteur industriel presque inexistant et vous avez un secteur primaire en agonie, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture ou l'élevage. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et personne ne peut me démentir ou bien vous organisez un débat avec le ministère de l'économie, le ministère tous ceux qui oseraient, on va venir à chiffre à l'appui, je vous démontrerai ça. Donc, c'est vous dire aujourd'hui qu'au-delà de ça, si vous n'osez pas vous attaquer aux problèmes fondamentaux, on ne fera pas d'industrie au Sénégal avec le franc CFA. Je l'ai toujours dit. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie aussi forte que le franc CFA, une monnaie qui n'est pas calquée sur notre économie, mais qui est calquée sur l'intérêt de l'ancienne puissance, et penser que vous pouvez être compétitif. L'industrie, c'est pourquoi. Nous avons un marché de 16 millions de consommateurs au Sénégal. Vous ne pouvez pas avoir un marché, un tissu industriel très volumineux avec 16 millions de consommateurs. Si on doit produire, c'est pour pouvoir atteindre d'autres marchés. Mais pour atteindre d'autres marchés, en dehors de la zone UEMOA avec laquelle nous partageons peut-être le franc CFA,
Mais même dans la zone CEDEAO, nous ne sommes pas compétitifs. A fortiori, dans la zone européenne. Donc, quand vous produisez ici au Sénégal, vous voulez vendre en France, vous voulez vendre en Allemagne ou aux États-Unis, avec une monnaie aussi forte, ça ne vous rapporte pas grand-chose en termes de devises. Quand on est dans des pays qui sont dans notre situation, il faut avoir des monnaies régulables, fortes d'abord, et arrimées à un panier de devises qui vous permettent de réguler en fonction des situations du moment, ce que nous n'avons pas au Sénégal. Je peux vous sortir d'autres écueils, la compétitivité. Jusqu'à présent, si vous avez 50 nouvelles industries de grande puissance qui s'installent au Sénégal, n'avons pas le courant qu'il faut pour que ces industries fonctionnent correctement. Vous ne pouvez pas être compétitif. Si on ne règle pas le problème de la qualité de la main-d'œuvre et du niveau des salaires, vous ne pouvez pas être compétitif, ainsi de suite, ainsi de suite. Et sur toutes ces questions-là, qu'est-ce que le gouvernement Macky Sall a fait? Zéro, nada, rien, à part des slogans. Donc c'est vous dire que moi je vous dis, je l'ai dit l'année dernière à l'Assemblée nationale, j'ai dit les Sénégalais vont souffrir, je le réitère ici. C'est pas un souhait, j'aime beaucoup ce peuple. Je me sens fondamentalement redevable de ce peuple. Nous n'avons que ce pays-là, nous sommes prêts à tout pour ce pays. Nous ne souhaitons pas que les Sénégalais souffrent. Mais il faut dire les choses telles quelles. Parce que l'incompétence, cumulée à la malhonnêteté et au manque de transparence, c'est un cocktail qui ne pourra jamais produire un résultat positif pour le peuple sénégalais. Parlons politique, Ousmane Sonko. Comment est-ce que vous appréciez ce qu'on appelle recomposition, décomposition de l'espace politique de ces derniers temps, avec notamment les ralliements, les rencontres de partis d'opposition par-ci et par-là? Ça ne nous a pas beaucoup intéressé. Je crois que nous avons pris une position sur ces questions-là, disant que, primo, nous laissons à chaque acteur politique la liberté de définir sa trajectoire politique et ses choix. Les questions d'éthique et de morale, nous laissons le peuple souverain apprécier. Qu'est-ce qui est conforme aux déclarations d'hier, d'avant-hier, etc. C'est le peuple souverain et l'électeur qui va apprécier. Parce que je crois que les électeurs sénégalais doivent de plus en plus être exigeants sur ces questions-là. Donc il n'y a pas de problème de légalité, on est tous d'accord. Oui. Personne n'a violé la Constitution, personne n'a violé une loi. Donc tout le monde est libre de dire, moi mon choix politique c'est d'être avec X ou Y. Donc nous en tant qu'acteurs politiques, parce que nous ne sommes pas nous des commentateurs, nous ne sommes pas des politistes, etc. Nous disons sur ces questions-là, ça à la limite, d'autant que nous sommes restés sur notre trajectoire depuis le début de notre carrière politique. Nous avons une trajectoire bien définie, Nous n'essayons pas de savoir ce que X ou Y fait ou ne fait pas. Au contraire, c'est les gens qui essaient de voir nous qu'est-ce que nous faisons. Mais nous, dans notre trajectoire politique, nous avons identifié un programme très clair, que nous avons couché dans un ouvrage que nous avons écrit lors de la campagne. Nous avons arrêté une méthode qui peut changer en fonction des situations. Et nous nous sommes dit, allons nous adresser au peuple sénégalais. C'est ce peuple-là qui nous intéresse. Et donc, ceci dit, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera ultérieurement ne nous concerne pas tellement, ne nous intéresse pas beaucoup. Après, on peut dire que en termes d'opposition, ça donne quoi? Certains vous disent... Justement, ouais, mais... parce que ce qu'on dit, c'est que celui qui devait incarner le statut du chef de l'opposition vous laisse la place maintenant, puisque vous êtes arrivé 3e à la présidentielle, ça doit vous intéresser quand même. Non, parce que, vous savez, nous sommes sur les principes. Quand le débat s'est posé sur le statut de l'opposition, nous avons dit, ça ne nous intéresse pas. Parce que ce pays a d'autres priorités que de créer encore une institution doté de 2 milliards ou 3 milliards pour un politicien. Ça sert à quoi exactement? Deuxièmement, celui qui sera désigné chef d'opposition ne sera chef que de lui-même. Parce qu'il n'est pas chef des autres leaders de l'opposition. Il ne peut pas parler en leur nom, il ne va pas définir leur calendrier ou leur agenda. Donc il n'est chef que de lui-même et de son budget. Il sera l'interlocuteur du pouvoir. Tous les opposants sont l'interlocuteur du pouvoir. Les vrais interlocuteurs du pouvoir sont à l'Assemblée nationale d'ailleurs, parce que c'est là où le débat se passe de manière continue. Troisièmement, nous avons dit, si malgré tout ça, eux, ils veulent le faire, et l'histoire a révélé que, en réalité, ça n'avait rien à voir avec l'intérêt du pays, c'était un deal entre deux hommes politiques. Parce que l'un d'eux a déclaré
que depuis 15 mois on discutait et que dans un premier temps, il me proposait être chef de l'opposition. Plus tard, il m'a dit prends ceci. Donc ça n'a rien à voir avec la démocratie sénégalaise, soyons clairs. Rien à voir. Les Sénégalais doivent ouvrir les yeux. Alors, on a dit, si malgré tout ils veulent le faire, nous considérons que l'échelon le plus pertinent, ce sont les élections législatives. Parce que le statut de chef de l'opposition, à 90%, on le connaît dans les régimes parlementaires. Or, au Sénégal, on est dans un régime présidentialiste, mais moi j'ose dire un régime présidentiel parce que l'exécutif accapare tout dans ce pays. Donc, dans ce genre de régime parlementaire, qu'est-ce qui se passe? Regardez à Grande-Bretagne, regardez au Canada, etc. Nous allons à l'élection, un parti ou un groupe gagne, il gouverne, le Premier ministre est désigné parmi eux, et l'autre groupe devient de facto le chef de l'opposition. Et le débat se passe de manière permanente. Et dans ce type de régime, et pourquoi c'est important? Vous allez en Grande-Bretagne, vous allez au Canada ou ailleurs. Le Premier ministre, chaque semaine, vient à l'Assemblée nationale pour faire face à la représentation parlementaire. Et le chef de l'opposition est là, qui est son vis-à-vis, et il se parle. C'est ça la réalité. Ici, on a voulu faire une manigance, une combine politicienne. Rien de plus. Nous avons dit donc, si ce n'est pas possible, voilà l'échelon pertinent. Maintenant, quel que soit l'échelon retenu, nous avons dit ça ne peut en aucun cas rétroagir. Vous votez une loi aujourd'hui, elle ne peut pas s'appliquer à des élections de 2019 ou à des élections de 2017. Donc ce sera à partir des prochaines élections à venir. C'était ça notre position et cette position nous la maintenons. Maintenant, en plus de ça, je tiens à le dire ici, à tous les Sénégalais, je ne suis, moi et ma formation politique et nos alliés, nous ne sommes absolument pas intéressés par un statut de chef d'opposition. Nous ne sommes chefs de personne, personne n'est notre chef. Nous sommes dans l'opposition et nous nous opposons. C'est tout ce qu'on sait. Ousmane Sonko, vous êtes théoricien de la rupture. Mais dans votre pratique de tous les jours, on vous voit recevoir des transfuges d'autres partis, et notamment de l'APR. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un certain effet paradoxe? Oui. Vous savez, je me permettrai de clarifier ou de rappeler, parce que nous avons été constants depuis qu'on a démarré en politique. Et les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. D'abord, nous avons parlé de rupture systémique. Nous parlons d'un système. Et vous me parlez des hommes. C'est deux choses totalement différentes. Nous avons dit que le système n'est pas bon. Et tout... Mais le système, il est animé par des Je vais y venir. Nous avons dit que le système n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que les règles qui le sous-tendent sont des règles biaisées. Que ce soit sur l'économie, sur la pratique politique, sur les pratiques sociales, sur nos relations internationales, le système, les règles sont biaisées. Et c'est cela qu'il faut changer. Ça, c'est un premier constat, une première observation importante. Et nous nous sommes proposés de mener cette bataille. Les hommes vont conduire ça. Aujourd'hui, je suis l'homme qui incarne, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, j'ai la chance d'être à la tête de cette mouvance au niveau de mon parti et de ceux qui sont avec nous. Je ne suis pas le seul peut-être. D'autres formations ou même des mouvements citoyens mènent le même combat. Nous disons qu'il faut impérativement changer ces règles. Nous nous battons pour changer ces règles. On a démarré il y a 6 ans exactement en posture de néant politique. C'est-à-dire il y a 6 ans, personne ne connaissait qui est Ousmane Sonko, ou qui est El Malick Ndiaye, ou qui est Birame Souleye, ou Diomaye Faye, ou je ne sais qui. Nous n'avions jamais fait de la politique. Nous n'avions pas de notoriété. Nous n'avons pas d'argent. Et tout le monde nous disait que vous perdez votre temps. 6 ans plus tard, on en est là où on en est. Ce n'est pas du mérite. Il peut y avoir 10% de mérite, mais je considère que le reste, ça relève de la volonté divine. Ceci dit, nous avons fait un bout de chemin où on est parti d'une dizaine de personnes dans une pièce qui ont arrêté la décision de se lancer en politique à des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui. Ces milliers et milliers de personnes, vous ne pouvez pas dire que toutes ces personnes-là n'avaient jamais fait de la politique, n'avaient jamais fricoté avec le PDS ou avec le PS ou avec etc. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, nous continuons ce petit bonhomme de chemin. Nous disons que nous voulons, d'ici 2024, parachever la première phase de ce combat, parce que l'objectif, c'est pas atteindre le pouvoir pour atteindre le pouvoir. C'est une fois qu'on sera au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là?
pour appliquer le contre-système qu'on propose aux Sénégalais. Et cette partie ce sera un grand combat également, parce que le système ne se laissera pas faire. Dans ses composantes nationales comme étrangères du moins, il ne se laissera pas faire. On dit, on a encore un bout de chemin à parcourir. Nous disons aux Sénégalais, tout Sénégalais, qui n'a rien à se reprocher, qui n'a pas les mains sales, qui n'a été épinglé nulle part, et qui se reconnaît dans les valeurs que nous incarnons, est la bienvenue. Le plus important, c'est de se reconnaître dans le contre-système. Je vais vous donner un exemple très simple. En matière de religion, vous pouvez avoir quelqu'un, la religion musulmane par exemple, est née dans les conditions que nous connaissons. Ceux qui ont été les plus farouches opposants du prophète Mohammed alayhi salam, ceux qui l'ont le plus combattu, sont devenus par la suite ses plus grands guerriers. Qu'est-ce que Omar n'a pas fait avec le prophète? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec les salles? Jusqu'à ce que le prophète s'enfermait pour prier, pour demander à Dieu, donne-moi l'un des deux Omar. Et le jour où Omar s'est converti, il a dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne priera dans les caves, vous allez sortir prier à l'air libre et je vais voir qui va vous attaquer. Et ce Omar-là est devenu par la suite le deuxième calife de l'islam. C'est le même Omar. Il était dans un système, il a accepté de quitter ce système, il est venu faire sa profession de foi, il a accepté les règles de l'islam et il a apporté beaucoup au combat du prophète. Donc, nous disons que on n'acceptera pas qu'on nous enferme dans un débat d'hommes. Ce qui est important, ceux qui vont venir, est-ce qu'ils sont d'accord avec nous que le système n'est pas bon? Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous qu'il nous faut nous battre pour notre souveraineté monétaire, économique? Il faut nous battre pour notre indépendance réelle. Il faut nous battre pour en finir avec les mauvaises pratiques, la corruption, l'escroquerie, la malversation. Il faut nous battre pour renforcer notre potentiel intérieur à partir de notre tissu, de nos hommes d'affaires nationaux. Est-ce qu'ils sont d'accord sur toutes les problématiques que nous développons tous les jours? Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on dise non aux accords de partenariat économique, non aux accords de pêche tels que c'est actuellement? S'ils sont d'accord pour tout ça et qu'ils sont prêts à endosser ça et à être même en première ligne pour mener ce combat, ils sont les bienvenus parmi nous. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Alors, un deal à 1 milliard, c'est ce qu'a titré un site internet au lendemain de cette médiation que vous avez menée entre Barthélémy Diaz et Maître Moussa Diop. 1 milliard pour faire allusion à cette affaire de détournement supposé d'1 milliard de francs CFA sur le foncier de Dakar Dem Dikk. Ousmane Sonko, après coup, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu prêté le flanc ou bien d'avoir dévié de votre ligne en réconciliant deux personnes qui s'affrontent autour quand même de la gestion de deniers publics? Vous savez, moi, si c'était à refaire, et d'ailleurs je chercherai d'autres cas pour me réconcilier, je vais en chercher beaucoup d'ailleurs, parce que, vous savez, moi je parle d'une logique très simple. Macky Abdoulaye Wade. Ça a été fait à Massalikul Jinan. Je serais très prétentieux de le refaire. Ça a été fait devant des autorités beaucoup plus importantes que moi. Moi, je considère que j'ai un rôle aujourd'hui à jouer dans ma posture actuelle. C'est un rôle de rassemblement. C'est pas que je veuille factuellement assumer ce statut de chef de l'opposition, mais je considère aujourd'hui que je suis l'un des mieux placés pour travailler à un vaste rassemblement, un front très fort de tous ceux qui veulent s'opposer. Écoutez bien ce que je veux dire. De tous ceux qui veulent s'opposer et qui sont prêts à se battre. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de parleurs, mais ceux qui sont prêts réellement à se battre et qui sont prêts à assumer les conséquences de leur combat, on les compte sur le bout des doigts. Et donc, j'assume ce rôle-là. On va lancer le principe de regrouper tout le monde dans un vaste front. On n'exclut aucun parti politique de l'opposition dans un vaste front pour faire face à Macky et pour exiger la tenue des élections à date. Parce que là, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est de repousser et de repousser encore. Parce que l'objectif, c'est de ne pas tenir d'élection d'ici 2024. Et s'il dit qu'il est majoritaire et qu'il a réussi d'ailleurs à prendre les gros poissons, comme nos pêcheurs ne parviennent plus à avoir des poissons, lui au moins s'il en a. S'il dit qu'aujourd'hui, il a tout ça, pourquoi il a peur d'aller vers des élections?
De quoi il a peur? Pourquoi ne veut-il pas organiser des élections locales? Le mandat est expiré depuis presque 2 ans maintenant, il repousse. Il faut que les élections locales se tiennent en 2021, il faut que les législatives se tiennent en 2022 et que la présidentielle se tienne en 2024. Toute l'opposition doit pouvoir se regrouper autour de ça. Alors, dans ce rôle que je m'attribue, que nous attribuons, parce que je ne suis pas seul, tous les gens que je vois présenter des velléités de se positionner comme opposants, je me donne, moi, la responsabilité d'éviter qu'on soit en train de se crêper les chignons entre nous, plutôt que de nous organiser pour faire face au régime de Macky Sall. J'ai fait une médiation entre 2 jeunes sénégalais qui ont à peu près la même morphologie politique, j'allais dire. J'ai considéré que ce serait un gâchis, que ces gens-là se perdent beaucoup de temps à se donner des coups, alors que l'objectif, il est ailleurs, c'est de faire face à Macky Sall. Et finalement, j'ai fait la médiation, je leur ai dit, asseyez-vous, discutez, entendez-vous parler. Cela ne veut absolument pas dire qu'on protège quoi que ce soit. Aujourd'hui, le gouvernement peut à tout moment envoyer une mission d'audit où il veut, épingler qui il veut et le mettre en prison. Ici, on était dans un conflit privé, strictement privé. Un conflit privé, toutes les 2 parties ou une des parties peut à tout moment dire « j'avais déposé une plainte, je retire ma plainte ». Mais le premier gardien, parce que ce qui était au tribunal, ce n'était pas un conflit sur 1 milliard, c'était une diffamation. Venez prouver que ceci n'a pas été fait, venez prouver que ceci a été fait, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec un conflit sur le truc. Ça se fait à partir d'un contrôle effectué par les corps de contrôle qui épinglent X ou Y, on transmet au procureur, comme c'est le cas par exemple sur le dossier des 94 milliards, où moi j'ai fait une dénonciation, où l'OFNAC a fait un rapport pour me confirmer et déposer un rapport auprès du procureur de la République. C'est dire enfin que nous ne protégerons personne. Même ceux qui sont avec moi, si El Malick Ndiaye, que vous voyez là, était épinglé de quelque chose, ce n'est pas mon problème. Et le jour où je serai élu président de la République, je le dis tout le temps à tous mes collaborateurs, le premier combat à gagner, c'est celui de la transparence et de la bonne gouvernance. Celui qui fait ce qu'il ne devait pas faire, il sera traduit devant les tribunaux et sanctionné. Macky Sall avait tenu le même discours sur cette même place en 2012. Parce que je ne suis pas Macky Sall. Vous savez, je vais vous dire, vous savez, quand les gens parlent, on essaie de faire des parallélismes avec d'autres politiciens. Mais j'ai tendance à dire, vous êtes journaliste, mais je le dis tout le temps au peuple sénégalais. J'ai dit un homme politique, c'est un discours et un parcours. Moi, j'ai un parcours. Macky Sall a un parcours. Si les Sénégalais avaient regardé le parcours de Macky Sall entre 2001 et 2008, quand il quittait, ils comprendraient que le discours ne reflète pas le parcours. Parce que les gens sont entrés dans des gouvernements relativement pauvres, ils en sont sortis avec un matelas financier. Moi, j'ai un parcours, j'ai fait 15 ans dans une administration où je pouvais avoir tout ce que je veux. Et quand je suis sorti, j'ai fait ma déclaration de patrimoine. D'accord. Et j'ai dit, je n'ai qu'une maison, je n'ai qu'une voiture, j'ai 200 000 francs dans mon compte. Le gouvernement qui a tous les moyens de contrôle n'a qu'à prouver le contraire. Et jusqu'à présent, on n'a pas prouvé le contraire. Comment vous faites alors pour financer le PASTEF, qui fonctionne quand même, qui mène des activités un peu partout à travers? Mais pourquoi voudriez-vous que ce soit moi qui finance le PASTEF? C'est ça une mentalité qu'on doit changer. Oui. Un parti n'est pas financé par un homme. Ça n'existe nulle part dans le monde. Le PASTEF, c'est les membres de PASTEF, d'ici de la diaspora. Chacun cotise. Moi, je cotise comme tout le monde. On doit faire quelque chose, on a besoin de 5 millions, on se cotise. Tel donne sa voiture, tel donne du carburant, tel donne 200 000, ainsi de suite. Pourquoi voudriez-vous qu'un chef de parti soit là avec des milliards, il finance le parti, tout lui appartient, il fait ce qu'il veut? Mais c'est ça, une des tares de notre démocratie d'ailleurs. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de démocratie interne dans les partis, on dit que moi, je suis la cible principale quelquefois de mes propres militants. Vous ne le verrez pas dans beaucoup de partis. Parce que nous sommes un parti ouvert et libre où les gens... Ça ne veut pas dire que c'est sur Facebook qu'on gouverne PASTEF. Non. Mais je dis, nous avons dit que nous voulons faire la politique autrement. Vous savez, ça commence par quoi? Le parti n'appartient pas à Ousmane Sonko. Moi-même, on est venu me prendre pour me dire, viens dans le parti. Il faut une organisation, il faut responsabiliser les gens. Mais le parti n'appartient pas à Ousmane Sonko. À partir de ce moment, je n'ai pas à financer un parti politique, moi. De temps en temps, je prends 100 000 ou 150 000 ou 200 000, je donne ma contribution, quelqu'un d'autre donne, et on fait nos activités. Ibrahim. Reparlons de la réconciliation, qui a fait beaucoup de bruit. Le jour même ou bien le lendemain, beaucoup de vos partisans, notamment sur les réseaux sociaux, ont mis en avant la posture d'un musulman
qui réconcilie deux êtres humains, ou bien deux de ses semblables qui étaient un peu en conflit. Mais finalement, après votre discours, on se rend compte que cette réconciliation avait plus ou moins des visées politiques, parce qu'il s'agit de fédérer tous ceux qui, potentiellement, ou en tout cas activement, s'opposent au régime de Macky Sall. Donc, finalement, est-ce que vos partisans qui avaient donné l'autre explication, est-ce que finalement ils n'ont pas fait, ou bien est-ce qu'ils ne sont pas un peu en retard, en déphasage par rapport aux visées qui étaient les vôtres? Pourquoi voudriez-vous exclure cet aspect-là? Vous savez, toute action qui tend à rapprocher des gens est avant tout un acte d'adoration. J'ai pas besoin, ici on n'est pas dans un débat spirituel, j'ai pas besoin d'évoquer des versets coraniques, etc. Nous sommes dans un débat politique, j'ai abordé un aspect qui est un aspect politique. Mais évidemment, j'ai considéré, moi, et je le fais tous les jours, qu'il est de notre responsabilité à tous de faire ce travail-là. Maintenant, je ne l'aurais pas fait si un certain nombre de conditions n'étaient pas réunies. Je ne l'aurais pas fait. Mais vous savez, je suis très satisfait de cette affaire, parce que moi, à chaque fois que je pose un acte en politique, à chaque fois que nous posons un acte et que nos adversaires crient au scandale, je dis qu'on va dans le bon sens. Là où j'en suis, si on posait un acte et que nos adversaires applaudissent, j'aurais beaucoup de crainte par rapport à notre trajectoire. Je considère que ce soit sur le plan politique, purement politique, ou sur le plan de la gestion étatique, à chaque fois qu'on pose un acte et que cet acte-là est mal perçu par nos adversaires, parce que vous, politiquement, vous pensez que nos adversaires voient d'un bon œil l'acte qui a été posé. Et vous considérez que ça... Ils disent que vous avez fait exactement la même chose qu'Idriss Seck avec Macky Sall. Ils sont redevenus Mburok Sow. Vous avez réussi à ce que Barthélémy Diaz et Moussa Diop redeviennent Mburok Sow. Non, ça n'a aucun rapport. Vous-même, vous le savez. Il faut pas insulter les Sénégalais. Entre aller dans des sinécures, dans des prébandes ou je ne sais quoi, et deux personnes qui sont aujourd'hui dans... Aucune de ces personnes ne peut donner quoi que ce soit à l'autre, ni en argent, ni en poste ou je ne sais quoi. Vous savez très bien que c'est pas la même chose. Vous savez, quelquefois, il y a des arguments tellement enfantins que, voilà, vous savez que c'est pas la même chose, je ne vais pas développer. Allez-y. Mais finalement, bon, peut-être vous l'avez abordé un peu, mais est-ce que cette réconciliation-là, c'est pas le meilleur moyen de faire table rase sur le fondement de l'affaire? Parce que le fondement de l'affaire, c'est des accusations de détournement sur 1 milliard du foncier de Dakar Demdik. Et le lendemain, ce qu'on a constaté, c'est que Maître Moussa Diop a retiré sa plainte. Vous avez dit que l'État maintenant peut utiliser ses moyens, mais qu'est-ce qui vous a empêché, vous, de laisser peut-être de laisser la procédure aller de soi, continuer, plutôt que presque de la stopper net? Et là, c'est le meilleur moyen d'ensevelir donc cette affaire. Vous savez, vous les journalistes, je vais vous dire, je crois que quelquefois il faut éviter de jouer le jeu des autres, parce que on perd du temps sur des débats tellement secondaires. Non, on a joué le jeu de personne. Alors que la priorité est ailleurs. Je sais que les journalistes n'aiment pas souvent qu'on les ils piquent, mais ils n'aiment pas qu'on les pique. Et la réaction a été immédiate. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui empêche dans une démocratie, dans une république normale, que le procureur, quand on dit 1 milliard a été détourné, qu'il se saisisse? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche l'État, et je crois qu'ils vont le faire incessamment, d'envoyer des missions d'audit comme on le fait partout, Cour des comptes, etc., pour aller faire le travail qui doit être fait? Vous croyez que c'est avec un procès en diffamation qu'on règle le problème? S'ils étaient allés au tribunal et que la partie qui a accusé ne peut pas prouver, et qu'on dise on la condamne, qu'est-ce que ça va ajouter à l'affaire? Donc, moi je pense que fondamentalement, le débat se pose en d'autres termes. Je ne suis pas censeur de qui que ce soit. Je ne suis pas la justice sénégalaise. Parce que même en cas de désistement de la partie, d'une des parties, ou des deux, le procureur aurait pu dire « je continue l'action publique », puisqu'on a parlé de deniers publics. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Donc, on est en train de poser un faux débat qui n'existe nulle part. J'assume et je réitère ce que j'ai dit. Je suis très satisfait de ce qui a été fait par rapport à 2 jeunes Sénégalais qui étaient dans un contentieux en diffamation. J'ai considéré que ces 2 jeunes Sénégalais-là ne doivent pas, parce qu'ils ont à peu près la même orientation dans les semaines à venir, dans les mois à venir, etc. Je crois qu'à chaque fois que je pourrais le faire,
pour éviter que nous soyons dans des combats entre nous plutôt que de nous faire face, à l'adversaire commun que nous devons avoir, et de perdre de vue les priorités. Et j'ai tout à donner des priorités sur le plan économique, sur le plan politique du moins. L'une des priorités, c'est qu'on puisse tenir les élections à date, mais que ces élections-là sonne le glas du régime de Macky Sall. D'accord. Pour rester sur le thème de la réconciliation dans l'affaire de ce fameux audio, vous n'avez pas quelque part l'impression d'avoir été piégé dans cette affaire? Non, c'est au contraire moi qui ai piégé. Je l'ai dit lors de la vidéo que j'ai expliqué, c'est moi qui ai piégé. Mais vous savez, la vie, c'est important tout ça. Parce qu'en cheminant, nous savions que la politique est ce qu'elle est au Sénégal. Mais plus on chemine, plus on avance, plus on en découvre parce que c'est extrêmement important. Donc moi, je suis très à l'aise sur ces questions-là, mais j'ai considéré que ça nous a permis aujourd'hui de faire un pas de plus en politique. Parce que vous savez, la particularité de PASTEF, c'est que nous ne sommes pas des politiciens. Eux-mêmes, ils le disent, les politiciens disent que nous ne sommes pas des politiciens. Que Dieu nous en garde d'ailleurs, nous préférons rester ce que nous sommes. Et quand vous fricotez avec des politiciens, quand vous êtes tout le temps en face de politiciens, peut-être que il y a des choses que vous n'imaginez jamais pouvoir faire dans votre vie. D'accord. Et vous avez tendance, je le disais l'autre jour, avant-hier à quelqu'un, je lui ai dit, ton principal problème, c'est que tu penses que tout le monde est comme toi. Parce que tu es tellement bien, tellement bon, tellement, etc. Donc, c'est pas des trucs de personne, comme je vous l'ai dit. Moi, dans ce qui me reste de carrière politique, je ne parle et je ne parlerai, je n'ai toujours parlé que de ce qui intéresse le Sénégal. Oui, mais c'est intéressant quand même que quand vous dites que quand on est en politique, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre des choses. Oui. On découvre la nature des gens. J'ai lu quelque part Ibrahim Sène du PIT qui dit au fur et à mesure qu'on avance, les Sénégalais vont découvrir le vrai Ousmane Sonko, un homme prétentieux, pressé, dangereux. Je n'ai pas à répondre à des reliques politiques. Ça, c'est des reliques politiques, des alimentaires. Donc, passons à des choses sérieuses. Justement, dans une... Bon, peut-être c'est beaucoup plus sérieux. Donc vous acceptez que tout ça n'était pas sérieux. Comme vous avez dit que non, je suis content de vous parce que... Non, c'est par rapport à la question sur Ousmane, sur Ibrahim. Donc, dans cette fameuse vidéo dont vous faisiez cas tout à l'heure, vous avez dit que la société Bilbassi, qui appartient au président de la République en propre, n'a jamais payé d'impôts. Et pourquoi alors, après avoir envoyé un avis de vérification, vous avez jugé utile de répondre à l'invitation de Mansour Faye? Est-ce que vous ne devriez pas vous contenter de remettre le rapport à qui de droit? Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre les choses. Vous n'avez pas suivi la chronologie. La vérification fiscale n'avait rien à voir avec cette affaire-là. En 2013, effectivement, en tant que chef de brigade, j'avais adressé un avis de vérification à cette entreprise-là. On n'a pas pu dérouler la vérification pour la simple raison qu'on nous a interdit l'accès au palais. Vous savez, quand vous faites une vérification fiscale, vous allez au domicile fiscal du vérifié. En ce moment, on est allé à Mermoz, on nous a dit que la villa est en rénovation. Son domicile, c'est le palais. Et donc, on est allé au palais, on nous a dit vous n'avez pas accès au palais. On a déposé le courrier, l'avis de vérification, mais on n'a pas pu dérouler la vérification. Donc il n'y a pas eu de rapport en tant que tel. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et personne ne m'a jamais entendu dire que la personne m'avait sollicité pour ce dossier. Non. J'ai dit, c'était un moment où effectivement, j'étais pas encore en politique en 2013. On a créé PASTEF en 2014. Mais c'est une période où j'ai commencé à créer beaucoup de problèmes, à dénoncer un certain nombre de choses, à critiquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on m'a sollicité pour me dire, oui, vraiment, nous venons d'arriver, vous lancez trop de cailloux, etc. D'ailleurs, on peut vous trouver une audience avec le président, il a besoin de jeunes comme vous. J'ai dit non, je ne suis pas intéressé. Donc, je n'ai pas fait de rapport entre la vérification elle-même et la demande d'audience. On dit que ça avait à voir avec le cas Taïb Ndiaye. Effectivement, quand je suis allé, et vous savez, ce que j'ai voulu préciser, c'était d'où était venue la demande. Et je continue à le dire, je le jure ici devant Dieu. On m'a appelé, on m'a sollicité pour une audience avec insistance. J'ai saisi le bureau de mon syndicat qui m'ont dit écoutez, il faut aller écouter. Je suis allé. On m'a sollicité pour me dire, oui, on n'est même pas encore équilibré, vous tirez, etc., etc.
il y avait effectivement ce dossier où, en tant que secrétaire général honoraire du syndicat des impôts, j'avais pris des positions très claires. Vous tapez tout de suite sur YouTube, vous verrez les vidéos. Oui. J'avais pris des positions très claires. L'émission que vous avez faite, par exemple, avec Pape Alé Niang, vous avez défendu comme pas possible. Il y avait les articles que j'ai publiés et je l'assume aujourd'hui plus que par le passé et l'histoire m'a donné raison. Où est votre cri là? Combien de gens ont été condamnés? C'est pas ma cri. Hein? Non, c'est votre cri. Combien de gens ont été condamnés? Combien de milliers de francs, je ne dis pas de millions ou de milliards, ont été rapatriés dans ce pays? C'était une juridiction politicienne. Et la preuve, celui qui jouait au guerrier, substitut du procureur, sera aujourd'hui sur la même table de conseil des ministres avec des gens qu'il poursuivait au niveau de la CREI. Les Sénégalais doivent accepter et refuser qu'on les manipule. C'est un mensonge depuis le début qui n'avait qu'un but. C'était de bloquer des adversaires politiques dont on avait peur, parce que l'idée, c'est-à-dire le PDS est tombé, mais l'appareil est encore là, il faut le bloquer, avec un épée de Damoclès. C'est tout. Et moi, je ne serai jamais dans ces hypocrisies. C'est vrai que les Sénégalais avaient soif de reddition de comptes. Nous avions dit reddition de comptes, oui, mais passer par la voie normale. La voie normale dans un pays de droit, c'est pas l'inquisition. C'est d'épingler des gens dans leur gestion avec des faits précis, de donner au procureur qui poursuit. La défense se défend et un juge tranche. Mais vous ne pouvez pas prendre Moustapha Diop, vous avez une jolie montre où vous l'avez trouvée, je vous mets à Rebeuss, je mets des commissions rogatoires pour voir où est-ce que vous avez acheté la montre. Ça, c'est des positions de principe et on les défend. Maintenant, c'est facile de manipuler l'opinion pour dire « ouais, il essaie de défendre X ou Y ». Je le fais, je le ferai encore aujourd'hui, je l'aurais fait dans 10 ans. Et quand je le faisais, on n'était pas encore en politique. Les gens me disent « mais vous voulez entrer en politique ?» Oui, mais ce dossier, ça va poursuivre. Je dis « mais c'est pas mon problème ». Vous savez, moi, en politique, je suis convaincu d'une chose. Tant que je serai sincère avec moi-même, et tant que tout ce que je le ferai en étant quitte avec ma conscience. C'est mon digante yalla comme on dit. Je n'ai pas à voir est-ce que ça plaît ou est-ce que ça ne plaît pas. Parce que le jour où je serai dans ces calculs, je serai comme tous ces politiciens-là. Je ne fonctionne pas comme ça. Quand je prenais des positions, c'était dans un contexte tellement hostile, parce qu'on avait... C'est comme au début de la pandémie de la Covid-19. Macky Sall a dit « je veux recevoir tout le monde ». Moi, je n'étais pas chaud, je vous le dis. Je n'avais jamais vu Macky Sall, il m'avait jamais vu. C'était votre premier rang. C'était la première fois qu'on se voit physiquement. Je n'étais pas chaud pour y aller parce que j'ai tendance à dire si je devais rencontrer Macky Sall, je souhaiterais que ce soit le jour de la passation de service. Pour sortir du palais et que je rentre dans le palais, c'est tout. Mais nous avons discuté, les gens ont dit mais si tu n'y vas pas, le peuple tu vas te mettre à dos le peuple parce qu'on a tellement apeuré les gens avec la pandémie que c'est quelque chose de grave. Le Sénégal est en guerre. C'était les termes utilisés. Et si tu ne vas pas, on va dire il n'en a que pour lui-même. Parce que maintenant que le pays est en danger, il n'y va pas. Il refuse de participer à l'effort de guerre. Je suis allé pour ça. Mais c'est pour dire simplement que dans ma manière de faire moi je ne suis pas obsédé par le pouvoir. Si je devais être élu de certaines manières, je préfère ne jamais l'être. Et tout ce que je sentirai dans ma vie, tout ce que je considérerai comme juste, je prendrai sur moi de prendre une position nette, claire et précise. Si ça doit me coûter le pouvoir, que ça me coûte le pouvoir. Vous me direz que ce n'est pas politicien, mais on assume. Alors, il nous reste quelques petits minutes. Ibrahim, on va faire comme vous avez l'habitude de dire. Question fast-track, réponse fast-track, notamment sur le PASTEF à Ziguinchor. Oui, je crois. Donc, PASTEF à Ziguinchor, quel est l'état de l'implantation de votre parti et bien est-ce que vous serez candidat à la mairie de Ziguinchor? À Ziguinchor, vous savez que c'est si vous en référez simplement aux résultats de la présidentielle, vous savez que c'est une zone, peut-être la zone où on est le mieux implanté au Sénégal. Donc nous rendons grâce à Dieu, avec des militants de qualité à qui je rends hommage ici, comme je rends hommage à tous les militants du Sénégal et de la diaspora. Et donc nous n'avons pas beaucoup de soucis à ce niveau-là. Maintenant après pour les candidatures, je crois que c'est très tôt pour en parler, d'autant qu'on ne sait même pas quand est-ce que ces élections se tiendront. Il faudra mener la bataille d'abord pour avoir une date précise pour la tenue des élections. Et le moment venu, on appréciera parce qu'il y a toute une stratégie qui va avec une candidature. Donc je ne peux pas tout de suite vous dire, et j'appartiens aussi à un parti. Ce n'est pas totalement exclu que vous vous présentiez à Ziguinchor. Je suis un homme politique. Il n'y a aucune posture politique, aucune station politique qui soit exclue dans le déroulement de ma carrière. Tout ce qui est électif me concerne
directement ou indirectement, que ce soit les élections locales, les élections législatives, l'élection présidentielle. Alors, le parti est bien implanté à Ziguinchor, vous le dites, mais les échos que nous avons quand même, Ibrahim, c'est que les problèmes ne manquent pas. Certains vous disent, oui, vous reprochez à Macky Sall d'impliquer sa famille dans la gestion du pays, mais il se dit qu'à Ziguinchor, le PASTEF traverse une crise à cause de l'omniprésence, dit-on. Je ne fais que citer ce qu'on me rapporte de votre sœur. Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu l'arroseur arrosé? Il n'y a aucun membre de ma famille dans les instances de PASTEF. Aucun. Ni votre sœur, ni autre. Aucun. Ma sœur n'a aucune responsabilité dans les instances du parti aujourd'hui à Ziguinchor. Vous savez, tellement de choses ont été... Les gens sont allés jusque lors des élections de législative 2017. Des gens qui n'ont pas été investis à Ziguinchor sont sortis pour dire qu'ils rejoignent la paire et ils disent que Sonko a investi sa sœur sur les listes. Vous savez, ça c'est tellement facile à vérifier, les listes d'une élection. Vous ne verrez aucun Sonko à part moi d'ailleurs, et on dit Sonko a investi sa propre sœur dans les listes à Ziguinchor, ce qui est un mensonge. Alors, il y a 2 ou 3 choses que je voudrais dire. Oui, allez-y. Les problèmes sont inhérents à un parti qui grandit. Pourquoi on cible Ziguinchor? Nous avons des problèmes à Diourbel, nous avons des problèmes à Louga, nous avons des problèmes même dans la diaspora, nous avons des problèmes ici à Dakar, nous avons des problèmes partout dans le Sénégal, parce que ça c'est le propre des organisations qui grandissent. Un parti qui ne grandit pas, un parti où il y a 3 personnes, il n'y a pas de problème. On est d'accord? Quand un parti grandit et grandit rapidement, dans combien de partis on parle de problèmes ici? C'est peut-être l'APR, c'est le PS, c'est PASTEF, etc. Nous sommes très honorés d'être dans ce lot maintenant. Ça veut dire que c'est un parti qui en un temps très court a su exister, grandir, se massifier. Et quand ça se massifie, il y a le choc des ambitions. Ça c'est pareil dans tous les pays du monde. Chacun veut être à telle ou telle place, certains sont très pressés et les motivations peuvent être différentes. Notre parti gère ses problèmes de manière sereine. Nous arbitrons nos problèmes. Vous parlez de Ziguinchor, Bignona et le département à côté. Je suis originaire de ce département en réalité. Bignona a connu des problèmes. On les a convoqués ici à Dakar. Oui, on s'est assis, on s'est parlé et on a trouvé des solutions. Et partout dans le pays, il y a aujourd'hui des problèmes ou des trucs. Mais ça, c'est bon pour le parti. Ça veut dire que le parti grandit, il grandit très vite. Mais des problèmes qui remettent en cause les fondamentaux, il n'en existe pas. D'accord. Pour une dernière question, on ne connaît pas encore la date, vous l'avez dit et répété, mais vous avez également dit au cours de cette émission-là que votre posture aujourd'hui vous permet de devoir réconcilier les gens, créer un vaste front qui ferait face au pouvoir de Macky Sall. Est-ce que cela veut dire que si on va au local dans les conditions que nous connaissons, il n'est pas exclu que le PASTEF y aille, par exemple, avec Khalifa Sall à Dakar ou bien Cheikh Bamba Dièye à Saint-Louis? Mais ça, quand on va y arriver, vous savez, moi je ne prends pas les décisions à passer. Ça, il faut que les gens comprennent que nous fonctionnons autrement. C'est pourquoi souvent nos propres militants, je crois qu'il y a un problème de compréhension. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient des choses, ils ne comprennent pas, mais vous savez, on ne peut pas expliquer le fondement, le pourquoi de chaque chose sur la place publique ou sur Facebook ou je ne sais où. Et quand vous êtes avec des gens, soit vous avez confiance en eux ou vous n'avez pas confiance. Mais des décisions qui engagent le parti, je ne peux pas le faire. Il y a un bureau politique qui siège, mais sur des décisions importantes. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand il a fallu aller répondre au palais, on a consulté les 45 départements et les 40 coordinations de la diaspora pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, toute alliance, toute coalition, ça me permet de préciser d'ailleurs des choses. Premièrement, notre position, nous, c'est quoi? Nous ne ferons plus de coalition dans ces périodes-là. Nous n'en ferons pas. Oui. Et à la veille de chaque échéance électorale, nous apprécierons la pertinence de faire les coalitions. Et c'est avec toutes les composantes du parti que ce sera discuté. Faut-il aller en coalition? Avec qui nous allons en coalition? Entre-temps maintenant, nous sommes prêts à être dans des fronts avec toutes les forces qui veulent se battre. Sur la question du fichier, parce que la tenue des élections à date, l'argument que le gouvernement veut brandir, c'est un faux argument. Ils veulent brandir les conclusions du dialogue politique. Le dialogue politique n'a jamais dit que tant que ce qui est arrêté là-bas n'a pas été formalisé, on ne va pas aux élections. On doit faire l'audit du fichier.
Si on démarre le fichier tout de suite, si ça se termine avant la date des élections locales, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on va aux élections locales avec le fichier là. Parce que c'est avec ce fichier-là qu'ils ont fait le forcing pour aller à l'élection présidentielle. Rien ne nous empêche de faire les élections locales avec ce fichier, mais avant les élections législatives, ils auront quand même terminé le du fichier. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alibi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une satisfaction des priorités. La première priorité, c'est quoi? C'est qu'on tienne les élections. Les locales. Tout le reste va se déterminer par rapport à ça. Tout ce qui ne peut pas se faire en deçà peut se faire après, mais on tient les élections. La deuxième chose, la rationalisation du calendrier. Nous avons été très clairs également. Rationalisation, oui, mais après 2024. D'ici 2024, les 3 élections doivent se tenir à date. Ça aussi, on a été extrêmement clair. Donc, je rappelle notre position. Et je veux que je l'adresse d'abord à nos propres militants. Je l'adresse à tous les Sénégalais. Nous avons dit, nous sommes prêts à nous retrouver dans des fronts forts avec l'ensemble des composants de l'opposition pour aiguiser un certain nombre de choses et créer le rapport de force. Nous n'irons en coalition qu'à la veille de l'élection. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui sera là jusqu'à l'élection. On ne sait pas qui négocie. On ne sait pas qui discute. On ne sait pas qui fait quoi. Donc on ne peut pas être dans des coalitions où à tout moment, des gens peuvent en sortir pour dire je rejoins Macky Sall, etc. Quand on sera à 1 mois, 2 mois des élections, les survivants, ceux qui seront encore là, nous pourrons nous retrouver pour parler. Mais si on est ensemble dans des fronts et tout, peut-être qu'on aura le temps de voir un certain nombre de choses ensemble d'ici là. Ce sera le mot de la fin. Grand merci à vous, Ousmane Sonko. C'est moi. Président de PASTEF Les Patriotes, député à l'Assemblée nationale. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ibrahim Anne, merci à vous, rédacteur en chef de Walf Quotidien. Merci à toute la rédaction de Walf Quotidien et de Walf Net également qui ont contribué à la préparation de cette émission. Grand merci à Pape Goregay et Memi Kanti qui était à la caméra. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de Cheikh Tidiane Diop et Amdi Sidibé au niveau de la régie. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf TV. Des sans voix et bien à vous. Walfadjri. Taku Show, le rire prend le contrôle de Walf TV. Avec Taku Show, Sanjogu dont